Cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mon corps est une révolution, ma sœur. Mon corps est une révolution. L'intime devient politique contre les violences systémiques. L'inaction n'est plus une option. Mon corps est une révolution, ma sœur. Mon corps est une révolution. Transcender le désespoir, la douleur en étendard. Corps de femme noire, invisibilisé, nié. Je chie sur l'injonction sociétale, l'assignation létale. De ne surtout pas la ramener, de ne surtout pas moufter. Nos corps sont des révolutions, ma sœur. Nos corps sont des révolutions. Les drames dans les entrailles, nos récits sont des cris révolutionnaires. Tout sauf mortifères. Violés, aujourd'hui comme avant-hier, nos corps sont des révolutions, ma sœur. Nos corps sont des révolutions. Debout, devant vous, je reviens de l'enfer. Mon corps a déjà vécu trop de guerres, pendant longtemps des nuits, pendant longtemps des insomnies. Je l'ai éprouvé, maltraité, humilié, dissocié, rejeté. Ce corps, mon corps, que je croyais mort. Battement, percussion de mon cœur, hurlait provocateur. Grand-mère, violée. Mère, violée. Et moi, violée. Et le putain d'inceste qui plane, qui flotte, qui tue, qui pue. Mon corps est une révolution, ma sœur. Mon corps est une révolution. Pas une fucking exception. Victime collatérale des passions. Drame familial, banalement universel. Je parle pour elle. Je crie pour elle. Je chante pour elle. Je pleure pour elle. Ce qui ne se raconte pas n'existe pas. C'est pourtant bien organisé comme ça. Société hétéro-patriarcale blanche, pensée par les hommes, pour les hommes. Société hétéro-patriarcale raciste, femmes racisées, doublement niées, femmes utilisées, femmes violées, femmes tuées. Mon corps est une révolution, ma sœur. Mon corps est une révolution. Survivante depuis 3 générations, la résilience est mon bastion. Voix de celles qui ne peuvent pas, voix de celles qui ne peuvent plus, voix de celles qui se sont tues. No way, vos miettes de considération. Je veux la vraie révolution. Ensemble. Je veux la vraie révolution. Convergence des luttes. Nous ne sommes pas vos putes. Nos luttes ensemble, plus fortes ensemble. Mon corps est une révolution, ma sœur. Mon corps est une révolution. Mon corps, mon choix, mon cul, mes droits. J'ai vécu des guerres dans mon corps. Viens faire la révolution avec moi, ma sœur.
Je t'attends déjà depuis tout à l'heure. Julien Téquéyan, Geoffroy Téquéyan, nos corps sont des révolutions, ma sœur. Bonjour, je m'appelle Naël Daria, je suis actrice, mais vous ne me connaissez sans doute pas. Je suis abonnée au 40e rôle dans les films du cinéma français. Ma présence à l'écran excède rarement plus de 3 minutes. Merci d'ailleurs à Paul Preciado pour l'invitation. Je vais essayer de tenir 5 minutes au pupitre. Ce sera une expérience de plus à afficher sur mon CV d'actrice peu expérimentée. D'ailleurs, si quelqu'un dans la salle pouvait me filmer, ça me servira pour ma bande démo. Pour tout vous dire, j'étais très intimidée par le casting d'experts invités à ce séminaire. Alors j'avais prévu de faire une présentation un peu sérieuse sur l'histoire des représentations des trans au cinéma. Un peu sérieuse, mais chiante. Et puis en réfléchissant, je me suis dit à quoi bon passer des heures à travailler un PowerPoint avec des illustrations si c'est pour en tirer la conclusion suivante. Depuis leur apparition au cinéma, les trans sont ridiculisés, moqués, et même si les choses ont un peu évolué depuis, globalement, les représentations sont toujours merdiques. Alors j'ai décidé de vous raconter ma vie d'actrice qui joue très peu. J'ai grandi dans la campagne profonde au sein d'une famille de prolos, enfants d'immigrés, donc vous l'aurez compris, rien ne me prédestinait au cinéma. Je faisais un peu de théâtre dans une troupe amateur, mais je n'avais jamais envisagé de jouer sur grand écran. Puis un soir, alors que je servais des pierres pas vraiment fraîches dans un bar pour arrondir mes fins de mois, un jeune réalisateur s'amuse en me voyant faire des grimaces aux clients pénibles. Il me propose mon premier rôle dans son court-métrage, puis un deuxième dans un film qui a rencontré un certain succès. Entre-temps, d'autres occasions se présentent à moi, mais cette fois dans des longs-métrages, 120 battements par minute, et l'année suivante, Un couteau dans le cœur. Les 2 films sont présentés en sélection officielle à Cannes. Alors je me dis, ça y est, ma carrière d'actrice de 3 minutes d'école. Alors je me forme dans une école réputée, dont les frais d'inscription s'élèvent à 5 SMIC. Je rencontre du beau monde. Mes camarades ont toutes des noms de fleurs, Capucine, Marguerite. J'ai l'impression d'être en bac pro botaniste.
Mais en fait, je suis juste en cours avec des bourgeoises, blanches, filles à papa, qui restent très gentilles au demeurant. Je suis la seule trans de l'école, sans doute la première, et la seule arabe de la promo. On travaille des textes de Tchekhov, de Feydeau, de Jarry. Que des hommes, que des blancs. À la fin de ma formation, je me frotte à l'exercice des propositions humiliantes. Un jour, je reçois un mail d'une directrice de casting qui m'apprend que je figure dans une base de données trans et qui me demande de remplir une fiche de renseignement pour une série américaine dont elle refuse de me donner le nom. Aucune précision non plus sur le rôle, juste un mail laconique. On cherche des trans pour de la figuration, alors envoie-moi tes données personnelles et des photos de toi habillé en oiseau de nuit. Je me sens totalement déshumanisé. Je bouillonne derrière mon ordinateur et commence à lui rédiger une réponse pour lui expliquer que trans, ça ne veut rien dire. Des trans, il y en a des milliers. Des rousses, des grosses, des belles et des moins belles, des trans qui sucent pour avoir un rôle, d'autres pincent sans rire, des volubiles, des noirs, des dyslexiques, des punks à chiens, des frustrés, des tatoués, des chaudasses, des littéraires, des truculentes. Au final, je décide de ne pas répondre du tout, de peur qu'elle écrive dans son tableau Excel que je suis une grosse conne hystérique. Récemment, je me suis vu proposer un second rôle dans une série. Le personnage s'appelait Sandy Broyeur. Sandy Broyeur. En plus de porter un nom ridicule, je devais réciter avec un certain enthousiasme ces quelques mots. Bienvenue au bingo drag queen. Ce soir, il y a des menottes léopard à gagner. De quoi broyer du noir. Ce soir, je ne suis pas très fier de vous avouer que j'étais partagé entre mon éthique et ma volonté de ne pas alimenter ces stéréotypes ridicules et le cachet de 1 000 € proposé pour dire ce tas de conneries. Entre jouer de la merde bien rémunérée et ne pas jouer du tout, le choix peut être parfois cornélien. Alors, chère assemblée, je me demande, est-ce qu'un jour, on arrêtera d'assigner les trans au rôle de pute ou de serveuse flamboyante et cervelée? Est-ce qu'un jour, on arrêtera même d'être obsédé par mon identité au point de ne plus en faire un sujet? S'il y a des scénaristes parmi vous, permettez-moi de vous préciser que des trans avocates, ça existe. Il y a même une première ministre en Belgique et un philosophe juste derrière moi. Est-ce qu'un jour, vous vous ouvrirez au monde qui vous entoure et vous arrêterez de projeter vos fantasmes d'hétéros mal renseignés? Chers productrices, chers membres des commissions CNC, est-ce qu'un jour vous laisserez la place aux identités subalternes et arrêterez de donner du fric aux fictions qui reproduisent les schémas de domination? Enfin, mes chères sœurs et mes chers frères issus des minorités, unissons-nous, écrivons nos propres scénarios, faisons nos films et soyons maîtres de nos narrations. À bas l'hétéropatriarcat, à bas la bourgeoisie du cinéma français. Merci. Bonsoir. Déjà, je suis vraiment contente d'être là, en fait. Et je voulais féliciter mes deux partenaires. Bravo Naël, bravo Nadège. C'était vraiment formidable. En fait, moi, c'est-à-dire, c'est un peu pareil. J'ai essayé de préparer plein de trucs. J'étais hyper stressée et tout. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais peut-être profiter de la situation pour parler du jeu d'acteur en fait et de la politisation que moi je vois potentiellement dans le jeu d'acteur
assez simplement, en fait, rapidement. En plus, je ne vais pas vous parler pendant 20 000 ans. Donc, par rapport au jeu d'acteur et à ce que moi je peux voir voilà, comme possibilité politique, sachant qu'on est souvent ramené, enfin moi en tout cas, je parle vraiment de ma position en tant qu'actrice, je suis souvent ramenée dans les questions médiatiques, etc., à qu'est-ce que ça fait d'être dirigée par, et qu'est-ce que c'est d'être regardée par, et qu'est-ce qu'il vous a dit pour que vous jouiez comme ça, ou qu'est-ce qu'elle vous a dit pour que vous jouiez comme ça, etc., dans une position assez passive en fait d'objet. Et ça m'énerve toujours un petit peu, parce que j'ai l'impression quand même d'essayer justement de faire des propositions et d'essayer via le jeu, en fait, de faire une sorte de petite mise en scène. Voilà. Du coup, je voulais peut-être rapidement parler de mon trajet et de la façon dont j'ai évolué en fait au fur et à mesure de ma carrière vis-à-vis de ce que ça voulait dire même le jeu. Voilà. La première chose, je pense qu'il y a à dire, et que par ailleurs Naël a très bien dit, c'est qu'il y a un truc qui est paradoxal à l'endroit du jeu, c'est que c'est vraiment l'endroit où, en tant qu'actrice, on est totalement conscient de la construction de ce qui est en train de se passer. Et en même temps, quand on en arrive au cinéma, il y a une invisibilisation totale de cette construction et la création quasiment d'entités naturelles, totalement binaires, notamment du point de vue du genre, mais pas uniquement, totalement binaires. Donc je me dis c'est quand même assez fou que cet objet qui, en tant que tel, puisqu'il analyse la construction de la théâtralité des identités, devienne un outil hyper quand même assez industriellement normatif dans les possibilités de vie. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous parler de ma vie. Non, je plaisante. Non, mais c'est juste pour dire, en fait, moi, j'ai commencé, j'ai toujours été, comédienne ou actrice, si vous voulez, et la première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer le cinéma, c'était dans un dispositif qui, en fait, était vraiment lié, je parle artistique, hein, là, juste, à une forme de jeu qui était liée à les émotions ultra intenses, la violence des émotions ultra intenses et l'extraction en fait de moi-même d'un matériau pur d'émotions. Et vraiment disons que le but de la mise en scène, c'était en fait, d'extraire de moi quelque chose que je ne pouvais pas donner par moi-même. Et du coup, ça implique un rapport avec la mise en scène qui est un rapport qui, moi, à mon sens, est forcément violent, au sens où la personne qui va être à la mise en scène se permet de savoir ce qui est bon pour moi, de là où elle peut m'amener. Et je veux dire, c'est une façon de ne pas respecter les frontières des corps, en fait, de ne pas respecter les entités des acteurs, actrices. Et donc, à mon sens, c'est vraiment une façon qui amène assez facilement à des abus de pouvoir, en fait, pour le dire le plus simplement possible. Ce qu'il y a d'autre dans cette école de jeu, au-delà de l'abus de pouvoir qu'elle va mettre en place dans le rapport de direction d'acteur, c'est que, en fait, c'est une école où j'ai l'impression que la seule chose qui est recherchée par la mise en scène, c'est notre origine, c'est qui on est à l'essentiel. Tout ce qui est de notre identité construite doit être brisé et considéré comme inauthentique. Et du coup, on est vraiment un peu... moi, j'avais le sentiment d'être quand même un peu... en fait, réduite... comment dire, que mon parcours n'était pas intéressant, que mon parcours était forcément mensonger. Et que donc, voilà. Et... Oui, voilà. Et que donc la vérité était dans mon origine et non dans mon futur ou dans ma construction. Et pour moi, c'est quand même c'est une forme de jeu qui va être qui est un peu une assignation, au sens où on te dit, voilà, c'est ça que tu es, et tu peux pas te faire confiance pour savoir ce que tu veux ou ce que tu es. Moi, je sais pour toi ce que tu es. Et voilà. Ce que je voulais dire, donc ça, c'était un peu la façon dont que moi j'avais au départ quand j'ai fait le premier film dans lequel j'ai joué, c'était un peu le mode de rapport au jeu. Après, tout ce qui s'est passé à ce moment-là, etc., et le fait que je sois revenue dans un autre film un peu longtemps après, qui s'appelle Naissance des pieuvres, et qui, du coup, là, j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce qui était au centre du jeu, qu'est-ce qui était finalement l'idéal
qu'est-ce qui était en jeu dans le jeu. Et je dirais que, en fait, à ce moment-là, pour moi, ce qui a commencé à primer, c'était plus tant l'essence de qui j'étais, mais d'une certaine manière, de retourner, enfin, de ne pas chercher en moi la réponse, mais de retourner le spot sur qui pose la question, en fait, de cette assignation. Et de mettre en lumière non plus la vérité de mon origine, mais la réalité de la théâtralité des identités qu'on balade tous les jours dans la vie, la réalité construite de ces identités. Voilà. Et du coup, comment, je veux dire concrètement, par rapport à ma façon aujourd'hui d'aborder le jeu, que je me dis le fait est que l'idée de collaboration, elle va passer, soit au travers de questions philosophiques que je vais, à lesquelles je vais essayer de répondre dans différents projets, ou alors également à travers la capacité en moi-même de pouvoir en fait créer une sorte de mélodie par une sorte de dissociation de mon corps, c'est-à-dire mon corps ne va plus signifier juste une chose, c'est-à-dire un bloc qui va être regardé d'une manière ou d'une autre, mais est à ma disposition pour créer une sorte de corps-orchestre en fait, qui peut permettre de faire de la mise en scène au sein du jeu. Voilà. Voilà ce que je voulais dire en fait. Et je dirais que comment dire ? En fait, c'est vraiment ce que je voulais dire. Et du coup, après, je pense qu'on va débattre, ce sera plus simple. Et non, voilà, et que je dirais que pour répondre à la question initiale, en fait, que pour moi, l'enjeu du jeu, c'est de prendre très au sérieux des hypothèses fictionnelles pour tenter des nouvelles propositions de vie et de plus être dans la fiction qui va dire règle la norme quotidienne, quoi. Voilà, en fait. Bon, on va se parler en table ronde, je crois. Bon, merci beaucoup, Nadège, Naël, Adèle. Merci déjà d'être là, parce que je sais que c'était pas simple, c'est pas facile de prendre la parole, mais c'est ça aussi que je voulais briser, c'est-à-dire le fait, pour moi, que vous soyez toujours assigné à la position d'actrice. Et du coup, en fait, de jouer, parce que nous avons parlé même avec Naël, de la possibilité, par exemple, de lire un texte de quelqu'un d'autre. Et c'est moi aussi, peut-être que vous a forcé à... quelque part, je le sais, pardon Adèle, mais que vous a forcé à cet exercice de prendre la parole face à une assemblée qui pour moi est une assemblée constituante, dans le sens où ça fait maintenant 4 jours que nous sommes là, ensemble, et que je voulais justement, quelque part en fait, ne pas vous interpeller ici uniquement en tant qu'actrice, et donc vous réduire aussi à la position d'objets artistiques ou des personnes qui jouent, mais vous interpeller en tant que subjectivité politique, en tant que sujet politique à l'intérieur du cinéma. Parce que je pense que cette rupture, elle vient de là. Elle vient du fait qu'en fait, à un moment donné, vous étiez assigné à des rôles différents en tant que femme, femme jolie, femme noire, évidemment exotisée, femme trans, hyper exotisée, sexualisée, etc. Et que tout d'un coup, comme je disais tout à l'heure, vous savez changer la scène de l'annonciation et vous savez parler pas uniquement en tant qu'actrice, mais vous savez quelque part briser, sortir du rôle, briser les cadres de la représentation, et vous savez commencer à parler, à produire un discours politique sur vous-même et votre corps et vos corps en fait. Et du coup, en fait, comme tu disais tout à l'heure, Adèle, dénaturaliser la représentation. Je pense que c'est ça aussi quelque chose que nous avons peut-être essayé de faire toute cette semaine ici ensemble,
à travers différents discours critiques, différentes paroles critiques, mais c'était aussi ça, dénaturaliser les identités, soit des femmes, soit les identités racisées, les identités sexuelles, sexualisées, du genre, etc. à chaque fois, ou bien du handicap, la question de la grossophobie qui a été évoquée ici, en fait, pendant la semaine. Donc, c'est travail de dénaturalisation. Et je trouve que me semble très intéressant, en fait, cette tension entre le fait que le cinéma, effectivement, est comme disait Teresa Lauretis, une technologie du genre, et on pourrait dire une technologie de la race, une technologie de la sexualité, et donc la fabrication des images, et qu'en même temps, cette industrie-là produit des représentations naturalisées à chaque fois. Donc moi, je pense qu'effectivement, nous sommes dans un moment révolutionnaire, je vous le dis, parce que je pense que je voulais publiquement vous remercier tous les trois de ce que vous êtes en train de faire, parce que je trouve que c'est extraordinaire. Et aussi vous dire combien ce que nous avons fait dans les mouvements politiques pendant des années prend des sens aussi à ce que vous faites aujourd'hui dans la représentation normative, parce que finalement c'est aussi ça. Et donc la première question que je voulais vous poser, surtout après Naël, on parlera avec Naël aussi, mais vu que en fait Nadège et Adèle, vous travaillez ensemble depuis un moment, vous avez commencé en fait à travailler ensemble. Je voulais savoir en fait comment, c'est-à-dire comment vous avez fait ces passages, qui me semblent très importants aussi, de la parole individuelle ou du geste individuel à une organisation, à vous dire en fait, je vois Adèle qui fait, vous dire oui, parce que quelque part, oui, comme Félix Guattari disait, nous arrêtons d'être simplement malades mentales, homosexuels, noirs, etc., quand nous commençons à nous organiser, quand nous commençons à donner une forme à la rage. Et enfin, je vous ai vu en fait, en tout cas, mais peut-être que les gens qui sont dans la salle et les gens qui nous suivent, en fait, ils sont pas au courant. Il me semble que c'est très important de parler de comment vous vous êtes rencontrés, de comment cette alliance stratégique, en principe inattendue, parce que aussi tout vous force en fait à rester, évidemment, par exemple en fait des côtés effectivement de la personne qui a parlé à l'intérieur du mouvement MeToo, mais rester de toute façon dans sa position de victime, et voilà. Soit évidemment des mouvements antiracistes, mais qui ne vont pas se mélanger forcément aux voix féministes radicales, en principe non racisées, ou encore aux voix qui viennent en fait des mouvements trans. Donc je voulais vous poser la question de comment vous avez commencé à travailler ensemble et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, enfin qu'est-ce que vous a appris cette année incroyable, parce qu'elle n'est pas simplement l'année du Covid, elle est aussi l'année de notre révolution quand même, il faut le savoir, et notamment de la vôtre, quoi. Donc comment vous avez commencé à travailler ensemble et qu'est-ce que vous faites dans ce travail? Déjà, merci Paul. Merci pour cette invitation exceptionnelle, vraiment, et tellement réjouissante. En fait, je vais juste pas tout raconter parce que c'est très long, mais ça part d'un livre que nous avons coécrit à l'initiative d'Aïssa Maïga qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier », pour parler de la situation, de la réalité du racisme, du sexisme, de l'invisibilité dans le cinéma français pour les femmes noires et métisses. Et donc Aïssa, qui est une femme que j'aime énormément, a planté une petite graine à l'intérieur de moi. Et l'année d'après, je suis à l'initiative du MeToo dans le cinéma africain, au FESPACO, où j'ai parlé des viols que j'avais subis, du harcèlement que j'avais subi sur des tournages. Et quand je suis rentrée, très peu de temps après, Adèle a fait cette révolution au cinéma français, je dis vraiment révolution. Et on ne se connaissait pas, et j'ai un souvenir, je raconte tout. J'étais sur mon canapé, et en fait, je l'écoutais, et j'avais l'impression de la connaître. Je ne sais pas comment vous dire, et je me disais,
enfin une actrice française qui parle. Et bon, bref. Et après, il y a eu les Césars. Les Césars, ce magnifique moment. Voilà. Hein, où du coup Aïssa a pris la parole et j'aimerais juste dire un petit quelque chose par rapport à ça, sur la difficulté et l'injonction que les femmes racisées ne doivent absolument pas parler, et quand elles parlent, elles se prennent tellement de torrents de merde, d'insultes, d'injures, qu'on leur demande de rentrer chez elles alors qu'elles habitent ici. Vraiment, donc, pour que plus personne ne parle après. C'est-à-dire qu'Aïssa, c'était violent, Camila Jordana, c'était violent, voilà. Et je reviens, ne vous inquiétez pas, je suis le fil de ce que je dis. Et il y avait la journée internationale des droits des femmes, manifestation, et Aïssa m'envoie un texto et elle me dit: on a rendez-vous avec Adèle Haenel, ramène-toi Bosson. Et j'ai dit ok. Et en fait, on s'est rencontrés et ça a été, je sais pas comment vous dire, pour moi une évidence de... Bon, déjà, de cette femme, c'est difficile de parler de quelqu'un qui est à côté, mais je suis désolée, mais c'est vraiment une femme exceptionnelle, mais vraiment, je dois le dire que, on se l'est dit avec Aïssa, la rencontre avec Adèle Haenel et Céline Sciamma ont tellement fait de bien à nos cœurs, et cette alliance, cette convergence des luttes, parce qu'effectivement, on fait tout pour qu'on ne se rencontre jamais, finalement, puisqu'il y a l'assignation. Merci. Et parce que, finalement, pourquoi ? Parce que ensemble, évidemment qu'on est 1000 fois plus fortes. Et puis après, nous avons monté comme ça, nous avons marché, et puis nous avons eu rendez-vous avec Paul. Et là, ça a encore bouleversé ma vie. Et je suis rentrée, et on était toutes, et avec Adèle, on s'est dit, on va faire plein de choses, et après, le Covid nous a dit, vous restez chez vous, vous ferez la révolution plus tard. Voilà, mais on a continué, et voilà. Et je tiens à dire que cette alliance est pour moi intellectuellement, humainement, amicalement, extrêmement enrichissante chaque jour. C'est-à-dire vraiment, et je suis désolée de parler, elle est là, mais avec elle et Céline, parce que c'est comme si c'était une personne ensemble. Mais vraiment, Céline et Adèle sont vraiment, enfin voilà, je sais que c'est un peu genre, mais vraiment, je vous assure que de les avoir dans la vie, c'est exceptionnel. Donc, voilà. Donc je le dis. Et après, c'était vraiment l'envie commune de faire des choses, aussi dans la transmission par rapport aux jeunes acteurs et aux jeunes actrices, de les inviter à lire, à réfléchir, et de les bouger de cet endroit où on est supposé être, puisque finalement, en fait, actrice, femme noire, tu dois être à un certain endroit qui est vu par le prisme du cinéma qui a été créé par l'homme occidental, voilà, clairement hétérosexuel, donc tu es là pour faire fantasmer, surtout pas parler ni réfléchir, et voilà, et donc nous on est en train de casser tout ça, et les alliances sont extrêmement utiles. Voilà, j'ai fini. Non, effectivement, enfin, avec l'enthousiasme qui a mis Nadège, c'est sûr que c'est quelque chose c'est une rencontre qui fait vraiment du bien là. Et effectivement, moi j'ai l'impression aussi que le fait est que, après, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir identifié le fait que la dynamique de la domination, elle repose aussi sur une dynamique de division, en fait, et du fait que, justement, c'est ce que tu disais, c'est impossible de nous allier parce que là, à l'endroit où moi, on me demande d'être docile, en fait, toi, on t'exclut. Et moi, j'ai l'impression que, finalement, la docilité qui était, que j'ai pas trop réussi à respecter, mais qui était quand même mon injonction, j'ai cru qu'elle allait me protéger, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que les alliances étaient difficiles à faire. Mais je crois que le truc qui s'est passé, c'est juste que on s'est rendu compte quand même du cynisme froid du fonctionnement de l'industrie des images, en fait. Et de l'endroit où nous... Parce que souvent, on entend la question, mais qu'est-ce que peut la culture ? Et les gens sont un peu débordés, genre, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Finalement, le monde est si terrible. Mais en fait... c'est nous qui l'avons naturalisé, ce monde. Hein. C'est nous qui avons fait que c'était ça, les identités et les lignes de fracture, il me semble. Et le fait que ce soit, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, le fait que ce soit aussi lourd,
c'est aussi lourd, je veux dire, aussi naturaliser les images hommes, femmes, noirs, blancs, enfin, whatever, quoi, que ce soit aussi lourd. Ça, c'est la responsabilité, à mon sens, de l'industrie, aussi, en tout cas de l'industrie cinématographique qui va produire ces images, en fait. Voilà. Et pardon. Et ils m'ont carrément coupé le micro. Non, pardon, je voulais juste dire aussi qu'on a une responsabilité en tant qu'artiste, parce que pour moi, d'être sur une scène de théâtre, évidemment que ça a un sens politique, et encore plus quand on est une femme racisée, et je suis aussi un peu en colère contre certains camarades ou camarades qui ont une tribune pour parler et qui ne s'emparent jamais de ces questions-là, et qui, finalement, continuent à reproduire cette domination et sont tellement contents d'être arrivés et se dire « Waouh, c'est bon, moi j'y suis » et que tant pis pour les autres. Je suis désolée, quoi. Mais non, mais sérieusement, c'est qu'à un moment donné, vous avez une occasion de parler, ben construisez, lisez, réfléchissez, je sais pas, mais parlez, quoi. On peut pas continuer. On a une responsabilité de ce cinéma. Le cinéma, il est aussi là pour pallier au manque de la société. Parce que pendant longtemps, je me disais, oui, le cinéma doit être le reflet de la société, il l'est pas. Mais en fait, il l'est. Il reproduit à l'infini les strates de domination. Et donc, on a cette responsabilité-là en tant qu'artiste. Oui, je suis désolée, c'est un sens politique d'être un artiste, et c'est pas un gros mot. Et il faut qu'en plus, on invente quelque chose qui n'existe pas. C'est Ava DuVernay qui dit ça. Je l'ai lu dans le livre d'Alice Coffin. Et c'est... Et oui, et le trésor d'imagination qu'il faut pour... Vous vous rendez pas compte, c'est-à-dire que nous, on rêve à quelque chose qui n'existe pas, mais qui est possible. Donc, il faut absolument qu'à chaque fois, on parle, quoi. Donc, il faut qu'ils se réveillent, les gens qui ont du pouvoir. Pardon, excusez-moi. Pardon. C'est très bien. Et Naël, en fait, je voulais te demander aussi, parce que je sais que tu as participé pas dans un projet, mais dans plusieurs projets dans lesquels tu as travaillé aussi avec d'autres filles trans. Et je me demandais en fait si, d'une manière plus cachée, il y avait aussi un mouvement trans actif à l'intérieur du cinéma français. Non, c'est effectivement une très bonne question. Pas du tout. Tout simplement parce que, est-ce que dans l'Assemblée, vous connaissez des acteurs, actrices trans qui jouent de manière récurrente dans le cinéma français? Je ne crois pas. Si on devait se présenter en tant qu'actrice trans, les gens se diraient « mais qui sont-elles ?» Mais par contre, j'avoue avoir été très intéressé par le mouvement « Noir n'est pas mon métier », puisque en réalité, on pourrait dire la même chose des personnes trans. Trans n'est pas mon métier. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans mon intervention, arrêtez de nous assigner à des espèces de stéréotypes et des fantasmes qui ne sont pas forcément réels. Et donc non, malheureusement, peut-être quand on aura fait qu'on aura un peu plus d'expérience et qu'on pourra prendre la parole plus aisément. Mais là, moi, j'ai pas de tribune, personne ne va m'inviter au César. Mais pardon, mais... Oui, pardon, elle parle beaucoup. En fait, je dis juste que quand je savais que tu allais venir, etc., j'avais oublié qu'on m'avait proposé un rôle de trans et que j'ai tout de suite dit, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas plus proche de la réalité? Et déjà, je me disais trans et noir, bon, autant dire qu'évidemment, ils ont dit ça 2 secondes et après ils ont oublié ça. Mais je suis sûr que tu n'as pas passé ce casting-là, puisque je sais qu'elle s'appelle Claire Nebou, qui a joué le rôle. Voilà, tu vois, ce truc-là? Ce truc, je dis. Et t'as pas été convié, on est d'accord? Non, du tout. Et après, en fait, je voulais savoir aussi, ça c'est une question, c'est anecdotique, hein, mais dans les mouvements Noir n'est pas mon métier, c'est un mouvement transversal, intersectionnel, ou c'est un mouvement où il y a uniquement des personnes racisées? Alors, je suis désolée, parce que... T'es là, Aïssa? Ouais. Il y a Aïssa Maïga, je voudrais bien qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Aïssa, alors, si tu veux venir? Tu veux venir, Aïssa? Elle est où? Tu veux venir? Non, elle a dit non. Vous voulez pas? Non, elle est où? Mais elle est où? Non, ça va, elle a dit. D'accord, parce que, pardon, mais avec les masques, nous, on voit rien du tout. On est incapable de... Yeah, Maïga! Okay. Ouais, bravo. Non, pour te répondre, il n'y a que des femmes racisées, mais bon, je suis désolée, hein, parce que je vais... Non, mais c'est pas... Non, c'est pas ça. Je veux dire un truc, c'est que malheureusement, on n'est pas, à mon sens, je sais que tu me comprends, ma sœur, et que tu penses la même chose, nous sommes malheureusement pas allés au bout
de la démarche que Aïssa avait initiée, qui était exceptionnelle, et l'occasion exceptionnelle justement d'ouvrir et de s'emparer de ces questions. Et voilà, tout, c'est pour ça que aussi ça fait tellement de bien qu'on s'est rencontrés avec Adèle, parce qu'effectivement, à mon sens, et je sais, pardon, je parle pour toi aussi Aïssa, que pour nous c'est évidemment l'intersectionnalité qui se jouait là, et donc on a un peu raté le... Mais bon, c'est pas grave. Non, mais je me demande en fait, puisque ça fait un moment que vous travaillez ensemble, et que, bon, de toute façon, que nous sommes là, et que ça fait aussi un moment qu'on en parle dès aujourd'hui, de qu'est-ce qui va se passer après, si c'est pas aussi peut-être le moment de se dire que nous avons besoin de faire effectivement comme une espèce de grande coalition, voilà, une convergence des différents mouvements, et à l'intérieur du cinéma, et des coups aussi, je dirais, de manière plus large, à l'intérieur de la culture, pas uniquement du cinéma, parce que la question du cinéma, elle est très spécifique, mais il y a en même temps, on voyait, en fait, vous étiez peut-être pas là, mais vous étiez à la maison, mais on a vu, et avec Françoise Vergès, avec Elsa Dorlin, on voyait en fait, si vous voulez, cette violence systémique qui traverse l'histoire et qui traverse la totalité de la société. Et donc, il n'y a pas de raison pour imaginer qu'elle va s'arrêter au bord du cinéma, et que justement, que toutes les violences sociales, politiques, raciales, ils ne vont pas rentrer dans les domaines du cinéma. Mais il n'y a pas non plus, nous n'avons pas besoin non plus de faire exclusivement une lutte à l'intérieur du cinéma, mais peut-être aussi de manière plus large dans les institutions culturelles, dans la... C'est voilà. Ce que j'ai marqué là. Et c'est aussi, et je pense que dans ce sens-là, c'est très important aussi et symbolique que nous soyons là ensemble, en fait, dans un endroit comme le Centre Pompidou, dont la vocation première était précisément, en fait, la repolitisation de la culture et la non-séparation entre culture et société. Donc je pense que là, pour le coup, ce lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui prend tous les sens pour se dire qu'effectivement, peut-être nous allons constituer peut-être quelque chose, enfin vous, pour les cinémas, et de manière plus large, en fait, beaucoup de gens qui sont là, et que, puisque quelque part aussi, je me dis que c'est là, aujourd'hui, c'est pas exactement la dernière journée de notre séminaire, mais demain, il y a une séance de cinéma de José Campuzano, mais c'est la dernière journée que nous allons passer ensemble et aussi collectivement. Et peut-être que ça serait bien, en fait, de nous dire qu'il y a des choses, en fait, que nous avons des choses à faire ensemble, et que peut-être nous faisons aujourd'hui que commencer, qu'ouvrir des voies, qu'après on va continuer autrement, en fait. Oui. Je voulais vous... Oui, pardon, Adèle. Non, mais c'était juste pour rebondir sur le fait que, effectivement, il y a un énorme enjeu au niveau de quel est l'organigramme, en fait, de la culture et qui sont les décideurs. Et pour les endroits où je connais, là, pour le coup, il y a vraiment, à mon sens, une nécessité absolue de faire... d'avoir une volonté politique, que les décideurs ne soient pas tous issus du même milieu, du même genre, et d'ouvrir à cet endroit-là, en fait, la pluralité des personnes. Parce que sinon, on a l'impression d'être toujours un peu dans une dynamique... moi, le truc que je vois et qui me stresse peut-être un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une mobilisation hyper forte, mais que du côté du pouvoir, du côté de l'organigramme du pouvoir, il y a une grande patience mécanique, en fait. Et que nous, on vient là, on s'essouffle, on crie, on y croit, on est à fond, on se rencontre, on est comme un torrent, là, à essayer il y a une ébullition. En plus, on est en accord avec notre pensée, donc on pense encore plus ensemble, avec une synergie comme ça, et qu'il y a une espèce de patience de l'organigramme, je veux dire, des endroits clés, en fait, de reproduction du pouvoir, où là, il y a une patience, une reproduction qui n'est pas du tout contaminée, en fait, par les questions de diversité, etc. Et ça, c'est un peu... Je dirais, c'est un enjeu qui est assez terrible, je trouve, dans... je ne sais pas comment on peut appeler ça, le soulèvement ou la révolution. C'est comment faire face à un temps qui est vraiment mécanique et qui a tout son temps, quand nous, on a genre nos vies qui sont en plus quand même méga, excusez-moi, je ne vais pas casser le moral ou quoi, mais genre quand même assez entravées, avec de plus en plus de choses où on accepte en fait la violence policière, on accepte
le fait d'appliquer des règles quand en fait le gouvernement prend vraiment aucune mesure concrète pour nous sauver, en fait. C'est-à-dire que nous, on a juste à nous-mêmes de nous démerder sur notre temps libre pour essayer de se sauver, mais en fait, sinon rien n'est fait structurellement. Je veux dire, il y a tout cette avancée-là. Et je ne sais pas comment, en fait, je ne sais pas comment on peut effectivement... est-ce que ça suffit d'avoir de l'enthousiasme? Est-ce que ça suffit d'avoir de la contagion pour arriver à transformer ce que c'est que l'organigramme de l'État aujourd'hui, en fait? Mais après, ce qui était assez enthousiasmant, c'est par rapport aux les jeunes qui arrivent. Oui, ça c'est clair. Franchement, on a rencontré plein de jeunes récemment, plein de choses différentes. Notamment, moi j'ai fait le collage de mon récit. C'était avec des jeunes filles qui ont entre 18 et 20 ans. J'ai l'impression d'être une grand-mère. Et c'était incroyable de voir comment, déjà, pour elle, tout est clair, quoi. Ça, et ça faisait vraiment du bien, quoi. Non, donc voilà, moi je vois quand même à chaque fois ce souffle-là en me disant ok. Et elle disait aussi que ce qu'on a fait leur a donné aussi de l'énergie pour elle-même s'emparer de ces questions. Ça c'est clair. Enfin, je veux pas te couper la parole, Nel, si tu veux dire un truc là. Moi j'enchaîne parce que voilà. Non mais c'est clair qu'il y a un truc ultra enthousiasmant, ultra vivant, et que en fait de toute façon les filles qui vont coller par exemple, mais les gens qui vont au manif et toutes les façons de, je sais même pas comment dire, en fait d'être vivant dans la société actuelle, elles sont réjouissantes, elles existent. Moi-même j'ai l'impression de jamais avoir autant bougé. Via de la contagion, via des échanges, de sortir aussi d'un monde, excusez-moi, mais aussi très blanc en fait, de me rendre compte que mon monde il était quand même assez finalement fait de gens blancs et de plus être, d'avoir une espèce de pauvreté comme ça, je veux dire, j'aime les gens qui sont autour de moi, mais d'avoir un entourage qui est finalement pas du tout à l'image de la société dans laquelle on vit, quoi. Et donc j'ai l'impression de beaucoup changer et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un souffle, une énergie, et le seul truc, c'est de dire comment cette énergie peut se convertir concrètement en un système différent. Qu'est-ce qui nous reste comme possibilité là, aujourd'hui, franchement, pour qu'on soit entendu, en fait, pour qu'on arrête d'être méprisé, parce que j'ai l'impression que toute pensée, même aussi élaborée qu'elle soit, vous avez pu voir des gens ici qui sont quand même ultra brillants, elle est ridiculisée, en fait. Je suis désolée d'être comme ça aussi défaitiste, mais franchement, mais c'est pour ça que ça m'arrache le cœur. Qu'est-ce qu'on a comme arme, à part notre sincérité, à part notre intelligence? Qu'est-ce qu'on a en fait? Pour ça, quand tu parles d'organisation, l'organisation politique, elle doit se faire. Et la révolution, elle doit se faire. Pardon, je suis désolée, c'est pour ça que j'ai mis un treillis, vous avez vu. Non, mais vraiment, quoi. Oui, mais justement, hier, on parlait précisément de ça, hier. C'est-à-dire de quelles sont les modalités de résistance, quelles sont les modalités de la lutte. Si on peut aussi inventer d'autres manières de résister, de lutter, d'inventer, qui ne sont pas uniquement dans la logique de la guerre et qui ne sont pas uniquement dans la répétition de la même violence qu'on a suivie. Donc je pense que c'est ça aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que la révolution est cruciale que se fasse aussi dans les domaines de l'art. Parce que c'est c'est précisément, en fait, s'il y a un espace dans lequel nous avons la possibilité d'inventer d'autres langages, d'autres grammaires, d'autres représentations, d'autres mondes possibles, c'est véritablement l'art. Mais quand je dis l'art, je ne parle pas de l'art professionnel, c'est-à-dire je ne parle pas des artistes professionnels. Pour moi, tout le monde est artiste, mais c'est simplement la pratique d'expérimentation. Mais en fait, c'est la mise en perspective du fait que notre monde est une éventualité. C'est-à-dire, en fait, là, on vit dans un monde qui est une éventualité, mais qui existe et qui a pour elle le poids de cette existence. Et l'art doit vraiment, à mon sens, vraiment remettre en perspective le fait que c'est pas ça, en fait. Ça, c'est pas la réalité, c'est une éventualité réalisée de la réalité. Et je trouve que c'est effectivement là où l'art est politique, c'est qu'il déboulonne la naturalité qui est quand même au fondement de la structure, de l'ordre. C'est-à-dire, en fait, on va dire, après ce que j'ai compris en lisant des livres, c'est-à-dire que effectivement, que l'ordre, il va beaucoup se fonder sur l'idée de nature, dans la binarité, etc. Et que nous, avec nos représentations, déjà, on amène cette idée de non naturel. Et je dirais aussi, on refait bruisser le monde à un endroit où il a été stérilisé pour être juste une somme de signifiants qu'on peut organiser, qu'on peut ranger et qu'on peut discriminer, en fait. Et je dirais que c'est ce truc un peu, peut-être, d'essayer de déconstruire le regard construit par la domination, d'essayer
faire voir des choses qui ont été passées sous silence, c'est un enjeu politique majeur du cinéma, en fait. Merci. Je voulais aussi poser une question à Anaël, puisque tu as joué dans des films plutôt, on va dire, voilà, mainstream, on va dire, mais tu as joué aussi dans des films, des projets plus expérimentaux. Quelle est pour toi la différence, peut-être en fait en lien avec ce que tu as dit avant par rapport au jeu, ce que disait Adèle tout à l'heure, en fait, de la construction du jeu. Parce qu'en fait, quand j'avais regardé différents rôles que tu avais joués, je me disais qu'effectivement, les corps représentés étaient tellement différents et que là, je vais dire nous en tant que trans, que nous sommes tellement absolument pas représentés. C'est-à-dire que c'est même pas le fait que... Mais je pense que peut-être ce qui se passe avec nous, avec les trans, de manière hyperbolique, puisque nous on s'est dit on n'est jamais représenté nulle part, mais peut-être il se passe avec tout le monde en réalité, parce que la réalité vivante de chaque corps est jamais représentée nulle part. Et je voulais savoir en fait que tu nous parles un tout petit peu en fait de ton expérience du film plus expérimentaux en fait que tu as fait et des jeux un peu en dehors aussi de la binarité sexuelle et du potentiel révolutionnaire de cette pratique. Elle dit. Non, dans les projets expérimentaux, en tout cas, on ne m'assigne d'ailleurs pas forcément à ma condition de femme trans, c'est-à-dire que j'ai un rôle à interpréter, mais on ne me colle pas l'étiquette de stéréotype de trans, contrairement aux projets plus mainstream où effectivement on est là pour souvent la caution d'ailleurs, je pense, pour dire voilà, on a notre personne trans dans le film, on va la faire parler 30 secondes et puis on sera tranquille. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire. Non, je pensais plus aussi à la possibilité, je ne sais pas, peut-être ce n'est pas une expérience que tu as eue, mais à la possibilité de sortir du binarisme sexuel dans les jeux. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que, en tout cas, à partir de ma propre expérience de trans et mon propre regard du cinéma, je me sens constamment exclu de ce qui est représenté. Tout simplement parce que les rôles sont tellement binaires, c'est tellement des hommes et des femmes, et que le monde est tellement divisé en deux, qu'on voit quasi constamment en fait ces reproductions à l'infini, et qu'après, effectivement, à partir du moment où tu es invité dans un rôle en tant que femme trans, bah, tu vas être là justement pour jouer cette espèce d'exception impossible, donc presque au bord de l'abîme, mais quelque part aussi pour souligner la normalité de la féminité et de la masculinité. Oui. Et ça peut être une expérience qui est peut-être commune aussi à vous trois, hein. Je ne dis pas uniquement à Anaël, mais... Oui, non, je crois par contre qu'il y a une certaine volonté en fait, ils prennent des trans, mais il faut absolument coller à l'image de la femme. Il n'y a pas vraiment de place pour les expressions de genre non binaires. C'est toujours... et d'ailleurs, souvent les gens qui pensent être bienveillants te félicitent en disant « Oh là là, ça se voit pas du tout ». Et en fait, c'est très insultant et extrêmement transphobe. Donc non, en fait, il n'y a pas de place pour les identités non binaires, les expressions de genre non binaires. Il faut vraiment coller à un certain... Il faut ressembler à des femmes cisgenres, en fait. Non, mais parce que je dirais que, enfin, pas du tout de la même mesure que toi, c'est clair. Mais moi, déjà, dans mon parcours, on n'arrêtait pas de me dire que j'étais pas assez féminine. J'avais l'impression qu'ils étaient angoissés, qu'il fallait que je leur valide le fait que j'étais vraiment une femme par une espèce de surinterprétation de mon genre, en fait. Et c'est vrai que ce que tu disais, enfin, en fait, moi, j'ai l'impression de m'être abritée dans mon identité. C'est-à-dire qu'en fait, je m'en fous totalement d'être une femme. Franchement, ça m'est complètement égal. J'ai l'impression d'avoir rien en moi qui recense. Enfin, je sais pas, je me suis jamais posé la question. On m'a toujours dit oui, voilà, vous en tant que femme, en tant qu'actrice, etc. Je suis genre bah oui, c'est un point de vue situé. C'est-à-dire, je fais l'expérience d'être vue comme ça. Mais moi, personnellement, mes sentiments féminins, alors ça n'existe pas du tout, en fait.
Et je m'en fous complètement. Et j'ai l'impression que si je garde une identité féminine, c'est vraiment par, comment dire, pas du tout par croyance, mais par une sorte de truc de dire, presque une sorte d'abri en fait, garder un abri en fait, à l'endroit où moi j'ai l'impression de m'exposer à pas mal d'endroits, etc. À cet endroit-là, je garde ça comme un bunker, quoi, pour continuer, peut-être plus tard, ça sera autre chose, mais pour essayer de faire comme une sorte de cheval de Troie. Mais en tout cas, je ne défends pas cette identité, je parle depuis celle-là parce qu'elle m'a été assignée, mais je ne la défends pas, et dans mon objectif et dans mes rêves révolutionnaires, il y a vraiment aussi le fait qu'un jour, en fait, ça n'ait plus aucun sens, quoi. Et après je vais donner la parole à la salle parce que je pense que c'est super important que, ouais. Bah, si vous voulez tout de suite, hein. Il y a autant d'enthousiasme. Alors, les cris. Alors, est-ce qu'il y a une réponse? Merci déjà en fait d'avoir de la lumière. C'est vraiment bien. Bon alors, ok. On prend des questions si vous voulez. Allons-y, on va prendre 2-3 questions d'affilée, si vous voulez, si vous êtes capable en fait de faire le nettoyage des micros. Il faut, vous pouvez pas passer les micros, il faut s'élever en fait et aller plutôt chercher les micros. C'est bon, merci. Je peux enlever ça ou pas? Bon, alors il faut parler lentement parce qu'avec les masques, ça va être difficile. bah oui, après, parce que ma langue maternelle, c'est pas le français, c'est les galiciens, donc ça va être un petit peu plus difficile, quoi. Et je reviens sur les termes qu'on a parlé de la forme des réponses à la violence, des résistances et tout ça, non, qu'on avait déjà hier et qu'on recommence aujourd'hui. Parce qu'hier, pour les personnes qui n'étaient pas ici, on avait la proposition de faire l'occupation toute la nuit d'hier de ces salles et de l'espace du Pompidou. Mais ces propositions, c'était fini, c'était coupé, on a sorti et on avait un petit débat à l'extérieur du centre Pompidou. Donc, et après ça, on a fait un petit lettre que, si j'ai le permis, pas de là, sinon le permis de l'Assemblée, je voudrais lire. J'ai le permis, ouais, ça marche. Donc, bon, j'espère que ça se comprend parce que avec mon accent, ça peut être un petit peu difficile. Je dis, hier, à la fin du séminaire, nous avons eu une discussion et débat avec Paul, mais il était trop tard. Trop tard parce que nous étions déjà sortis du musée. L'institution avait déjà réussi à nous expulser de ces treilles et nous avions perdu, comme on s'y souvient, une occasion historique. L'occasion historique d'occuper symboliquement et pratiquement une institution au centre de Paris, où l'on parle des révolutions, mais qui n'est pas accessible aux habitants des banlieues qui ont fait la dernière insurrection de cette ville cri. Un centre qui porte le nom d'un président, un pape de la religion d'État français, qui transforme ces bâtiments en une autre cathédrale qui, je ne sais pas, devrait peut-être brûler symboliquement, hein, comme ils font habituellement dans ces pays. Un lieu qui limite l'entrée des sans-abri pour se réchauffer à la BPI, pendant que les classes moyennes, hautes et les touristes se masturbent l'ego regardant des œuvres qu'ils ne prétendent même pas comprendre. C'était une occasion historique aussi parce que nous étions le 17 octobre, l'anniversaire symbolique du soulèvement algérien contre les couvre-feux de 1960 ans. Dans un cas différent, contexte historique différent, la même date et les mêmes façons d'agir, l'événement parfait. La discussion a fait appel à des stratégies, ce qu'on a parlé juste maintenant, à ce que nous voulions finalement ou la manière dont nous voulions aborder la question de l'occupation. Tout d'abord, pour savoir si en confrontation avec les institutions de l'État, dans ce cas la police, est-ce que nous recherchons. Et je me demande, je pose la question, s'il y a une autre façon d'affronter l'État qu'en transposant notre théorie dans la pratique et en plaçant notre corps au centre de l'action politique. Il est possible que, oui, nous pouvons, nous l'imaginons, mais pendant ce temps, on sait clairement que les stratégies sont différentes. La tradition militante des nombres d'entre nous qui sont ici nous permet de savoir
qu'on préparait rapidement une intervention de ce type. Nous avons organisé des choses fondamentales et proposé des solutions pour sortir d'un projet presque improvisé. Nous avons des téléphones d'avocats dans nos portables, nous connaissons les manières d'agir de la police et surtout nous sommes responsables et souverains de nos actes jusqu'à la dernière de ses conséquences. Cela implique également de donner une sortie commune à ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas participer à cette action en raison de leur situation. Aujourd'hui, pour ma part, je renonce individuellement à faire une action qui perd sa nuance de spontanéité et qui, de mon point de vue, n'a plus de sens. Et je le fais individuellement, car c'est cela qui mène ces nouvelles somatiques du Covid-19 ou couvre-feu, mais aussi à ses réponses. N'est-ce pas l'idée, ton idée, Paul, de profiter de ce couvre-feu pour sortir plus fort une autre forme de violence institutionnelle qui nous individualise et nous envoie dans un coin de résignation et d'incapacité? N'est-ce pas une autre façon d'embrasser les rôles, par exemple, de socio-racisme, en essayant de pacifier les banlieues dans l'incendie des voitures de 2005, mais dans ce cas, dans l'institution de l'art? Je vais finir. Hein? Oui, parce qu'en fait, le seul problème, c'est que c'est pas une question. Ouais. Pour moi, non. Mais attends, parce que moi, je pense, je suis désolé, mais je vais vous dire, non, attends un seconde. Je vais vous dire quelque chose qui me paraît très important. Nous avons commencé ici, en fait, à construire un espace d'écoute et des paroles. Et il me semblait en fait que je dis pas en fait que nous allons pas vous écouter. Ce que je dis, c'est que nous étions en fait en train de discuter avec des gens qui avaient apporté quelque chose. Attendez, qui avaient apporté des questions qui étaient très importantes. Et il me semble en fait qu'il faut aussi donner un moment la possibilité de discuter avec elles aujourd'hui ici, au lieu de tout d'un coup en fait passer dans un espèce de texte de allez, je m'en fous de tout le monde et on y va faire une action, parce que parfois les actions qu'on doit faire, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'avant de commencer à se dire en fait qu'on va faire la grosse révolution par rapport à l'État, pour moi aussi, ce qui compte en fait, c'est l'écoute de ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Et du coup, en fait, les paroles très fragiles qui sont dites ici, c'est-à-dire imaginez qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un dire publiquement qu'il était objet d'une violence sexuelle. Non, mais ce que je veux dire en fait, c'est qu'à partir, qu'est-ce que ça veut dire si on parle ensemble, qu'est-ce que ça veut dire, comment on organise ces stratégies par rapport en fait au fait d'être invisibilisé, au fait d'être en dehors de la représentation en tant que personne racisée, en tant que personne trans. Donc moi je pense que ce que je voulais te demander, c'est qu'on soit capable de se donner un moment pour parler de ça, et après, si vous voulez, on peut penser collectivement, ensemble, qu'est-ce qu'on va faire si on a la possibilité. Je vous ai dit hier, j'ai parlé avec vous pour vous dire en fait qu'il me semblait que les stratégies essayer de rester ici et de faire quelque chose ici, au Centre Pompidou, étaient très complexes. Parce que nous sommes dans un centre, dans une institution qui va être, si vous voulez, à 8h du soir, nous serons la police. Donc il faut aussi savoir si c'est ça qu'on veut faire ou pas. Et aussi, être capable d'écouter. Je suis désolé, mais il me semble que c'est très important aussi d'entendre ce qui se passe, la fragilité des paroles qui sont dites ici, avant d'appeler immédiatement en fait à une espèce de lutte. Parce que je pense que c'est quelque part aussi, historiquement, ce qui nous arrive souvent, c'est que nous sommes dans une lutte qui est toujours plus importante que nous-mêmes, toujours plus importante que la personne fragile qui est à côté de nous, toujours plus important que quelque chose que nous sommes en train de partager. Et je ne suis pas en train de dire en fait qu'il ne me semble pas important d'élaborer une stratégie commune. Bien au contraire, vous voyez, mais c'était, voilà, je voulais dire ça. Donc, une seconde, alors. Non, parce qu'en fait, oui, mais un seconde, en fait. Je voulais vous dire une chose. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait dire quelque chose d'abord, après, on va ouvrir la question, en fait, à toute l'Assemblée, si vous voulez, on va ouvrir la question des actions politiques
ou des stratégies par rapport à ce qui nous arrive collectivement, les couvre-feux. Mais avant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser ou qui a quelque chose à dire par rapport au débat des représentations dans les cinémas? Oui, je comprends, mais tu n'as pas... Oui, non, mais c'est pas exactement... Oui, mais c'est pas exactement une assemblée, c'est-à-dire que... Non, bien sûr, parce qu'en fait, si vous voulez, nous ne sommes pas exactement décidés. À partir du moment où nous décidons qu'on va travailler comme une assemblée, on le fera. Mais pour l'instant, ce que je vous dis, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a quelque chose en fait à dire, à demander? Si est-ce que les débats, en fait, par exemple, par rapport à la représentation ou par rapport à l'exclusion des minorités à l'intérieur du cinéma ou à l'intérieur de la culture, vous intéressent? Sinon, non. Oui, une question. Moi, je voudrais d'abord dire merci à ceux qui sont dans la lumière, de donner la parole à ceux qui sont dans l'ombre. Parce que c'est effectivement quand on travaillera ensemble que le monde que vous disiez qui est tel qu'il est, avec la violence, avec les différences, les discriminations, il y a un autre monde possible, mais peut-être quand effectivement les petits, qui sont dans l'ombre, ceux qui vivent le cinéma et le théâtre autrement dans leur vie quotidienne, qui font de leur vie un théâtre et une œuvre d'art. Moi, je suis danseuse d'ailleurs, alors c'est toujours très difficile d'être assise, même si je sais que ça danse à l'intérieur de moi, mais enfin, c'est très dur. Donc, je crois qu'il faut qu'on ose aussi. Là, il y a plein de fantômes aussi. Si on osait rêver à un monde où ces fantômes, on peut les ressusciter et que donc, on arrête de mourir. Je crois que la prochaine révolution, c'est faceless, but body active, et surtout pas aller dans la mort, parce que peut-être c'est vraiment très dangereux. Nous, les humains, je me demande si on n'est pas dangereux quand on meurt, et que les animaux, on pourrait aussi, je reviens à mon merci du début, leur dire merci parce qu'ils nous ont montré ce qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas entrer en génétique. Et encore une question que nous a laissé. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose par rapport au débat? Oui? Bonsoir et merci. Du coup, je me demandais, par rapport à toutes ces discussions qu'on a entendues, l'importance en fait d'avoir nos propres lieux de création et de diffusion. Et bon, il existe encore des écoles qui sont plutôt ouvertes, des écoles d'art par exemple. Est-ce que vous, dans quelle mesure vous êtes liés aux écoles, aux lieux de création et de recherche? Et dans quelle mesure vous projetez aussi vos recherches dans ces lieux-là qui permettent une création, une diffusion commune et autogérée en fait? Je dis un truc, pardon. Écoute, moi je peux répondre juste de mon point de vue, Nadège. Mais c'est-à-dire que en fait, moi j'aime vraiment beaucoup la transmission. Je dirais c'est un peu le truc vers lequel je me tourne le plus en ce moment. Et j'essaie, je sais pas si je change mais en tout cas j'essaie vraiment de transmettre je sais même pas comment dire. J'essaie de transmettre effectivement dans des lieux de création. Après, est-ce que ces lieux de création sont libres? Enfin, des lieux d'école, par exemple. Parce que moi, je suis reliée, par exemple, au TNB, au Théâtre de Bretagne, avec les élèves, etc. Et j'essaie de leur transmettre une façon que moi, j'envisage nécessaire de rapport au jeu, c'est-à-dire de garder une forme d'autonomie, et le critère principal étant le critère de la joie, etc., pour être sûr de ne pas vivre... Enfin, bref, je m'en mêle, en fait. Mais tout ça pour dire... que j'essaie d'intervenir, mais que j'ai pas l'impression d'intervenir pour changer les organigrammes des endroits. Donc j'essaie d'essayer d'accompagner les gens qui sont dedans dans des dynamiques de résistance ou dans des dynamiques de création d'ailleurs, et d'essayer de leur fournir
des clés en fait pour pas qu'elle. Bah, c'est ce que disait Nadège. Nous, on essaye d'aider aussi les jeunes des acteurs de cinéma ou quoi, de faire une sorte de transmission là, mais en fait qui va dans tous les sens, pour les accompagner, pour pas qu'ils soient effectivement forcément livrés dans un endroit assez violent, sans formation. Mais peut-être Nadège, tu peux reprendre. Ouais, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que moi j'ai donné aussi des cours et j'ai travaillé avec des enfants et c'est toujours important parce que moi par exemple quand j'étais au conservatoire j'ai eu un second prix à la fin parce que le directeur est venu m'expliquer comme j'étais noire, je ferais pas ce métier et du coup je pouvais pas avoir le premier prix. Et en fait ça je l'avais oublié, en fait c'est après en travaillant sur moi je me suis dit waouh, et donc à chaque fois j'essaye vraiment pour tous les jeunes de leur donner ces clés, le chemin des possibles et la projection en fait. Parce que finalement, c'est toujours l'histoire des rôles modèles, mais en fait, on n'a pas parlé de ça, et c'est vraiment important. Je veux dire, les rôles modèles qui font que quand vous êtes différent, parce que c'est pareil, ce mot de diversité, c'est pas un pays, hein, genre. La diversité, c'est bien, ils ont mis il y a tout le monde, quoi. On y va, toute la diversité. Et c'est genre, c'est un pays. Et c'est important, en fait, de donner ces rôles modèles, et à chaque fois, moi, j'essaye vraiment de travailler sur la déconstruction des stéréotypes, la projection des possibles, le travail sur le corps, et de donner des clés aussi, de lutter contre la violence que va être, et c'est une réalité, va être ce métier en fait. Parce qu'on n'en parle pas, enfin on en parle un petit peu, mais on n'en parle pas. Il y a une extrême violence sur les corps, et notamment les corps des femmes, et qui est, on ne peut pas trop dire, mais on voit qu'il part maintenant des cours, carrément, qui est enseigné dans certains cours. C'est horrible, pardon, je ne vais pas vous déprimer. Hein. Mais voilà, donc j'essaie à chaque fois, moi, de travailler sur ça, quoi, voilà, et c'est très, très important. Et je rajouterais du coup, parce que je rajouterais que c'est quand même des univers qui sont ultra concurrentiels, et il y a assez peu de travail. Il y a une sorte de grosse pression en fait sur qui va travailler. Je parle des écoles de théâtre en fait, ce qui est un peu, voilà. Il y a une grosse pression, et effectivement, du coup, des règles internes peuvent primer finalement sur les lois, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va inviter au silence des élèves qui vont être victimes de racisme, ou inviter au silence des victimes d'agressions sexuelles au sein de l'institution, et foutre la pression, en fait, sur les personnes en question qui ont été victimes, en faisant jouer le fait que ça va en fait, elles vont être toutes seules, et que de toute manière, le monde est comme ça, et que de toute manière, c'est à elles de s'adapter au monde et pas au monde de changer. Ce qui est quand même un comble dans le cadre d'une école de théâtre où on est censé justement dire on va réinventer le monde. Là, tout d'un coup, c'est genre non, en fait, le monde est raciste, donc habitue-toi à interpréter des clichés racistes, en fait, toi-même, en tant que personne racisée. Oui, du coup, je pense que par rapport à la question, c'est aussi dans quelle mesure il faut peut-être inventer une nouvelle économie du cinéma. Je suis à fond. Voilà, qu'elle soit, Moi, je veux bien carrément créer une école à fond. De l'économie du cinéma français contemporain, et peut-être aussi, pourquoi pas, des écoles, une école alternative, une école peut-être, je sais pas, non antiraciste, transféministe du cinéma, pourquoi pas. Oui. Enfin, c'est-à-dire que me paraît important aussi dans ce que tu disais tout à l'heure, Adèle, en fait, pourquoi tu appelais ça l'organigramme du pouvoir, en fait, pourquoi l'architecture du pouvoir, elle ne change pas. Historiquement, il n'y a aucune architecture de pouvoir, en fait, qui change si elle n'est pas contestée profondément, radicalement de l'intérieur. Donc aussi, et après, en fait, et peut-être ça commence à être une réponse, en fait, à ce que la lettre qui a été en partie lue avant. La question, en fait, c'est quelle est la stratégie. C'est si nous perdons peut-être trop de temps à lutter de l'intérieur, ou est-ce que c'est plus intéressant peut-être justement de créer des nouvelles organisations, des nouvelles économies de production, des nouveaux projets qui sont à l'extérieur même de ce qu'on va appeler les parcours habituels du cinéma français avec les CNC, etc. Après, il y a effectivement la question d'argent, la question des fonds, et le fait que le cinéma, par exemple, est une industrie. Et donc, évidemment, ce n'est pas la même chose faire du cinéma sans l'argent que faire du cinéma avec beaucoup d'argent, ça c'est certain. Mais il me semble que, en tout cas, la question aussi de savoir, de choisir les lieux dans lesquels on va investir nos forces
des transformations politiques est crucial. Et notamment, ça, si vous voulez, ça va revenir après avec la question de savoir si c'est pertinent de rester ici ou pas, par exemple. Savoir si c'est plus intéressant de rester ici ou si c'est plus intéressant d'aller ailleurs et de créer un ailleurs encore. Ouais. Bah pardon, du coup, excuse-moi, mais sur la question de l'école, moi, c'est ce que j'ai essayé de dire un peu en bafouillant tout à l'heure, je m'en excuse, mais c'est juste, en fait, je pense vraiment qu'il y a une politique de l'acteur et il y a on va dire, assez communément diffusée au sein de notre branche dans le cinéma, une sorte de docilité exigée, en fait, et une sorte de don de soi et finalement assez chevillé avec une forme de souffrance, en fait. D'autorisation par le metteur en scène de prendre, parce que c'est lui qui va faire, et du coup, voilà, toi tu es modelé, et en tant que tel, tu as de la chance, en fait. Et moi, c'est clair que je serais très très intéressée ensemble, tant qu'à faire, de créer une école effectivement de théâtre qui a pour, justement, qui aurait pour principe, déjà le premier principe, c'est qu'on est soi-même absolument capable de savoir si c'est juste ce qu'on fait. Et c'est pas quelqu'un qui doit nous valider ou nous dire c'est bien ce que tu as fait ou qui peut se permettre telle ou telle violence. Le premier critère pour être un peu, à mon avis, je dirais pas safe parce que c'est pas le mot, mais en tout cas d'être capable de détecter les abus, c'est de faire confiance à cette chose de joie à l'intérieur de nous. Alors, vous avez encore des questions, des commentaires, des apportations à faire? Je vois Virginie qui crie à toute vitesse, là. Tu veux dire quelque chose? Non? Ok. Non, parce que comme je te voyais en fait en train d'écrire, ouais. Bon, voilà, il y a deux paroles. Oh, trois, pardon. Donc, on va prendre ces trois paroles et après, on va passer à Isolde parce que sinon, Isolde n'aura pas le temps de jouer. Oui, bonjour. J'avais pas du tout prévu de parler. Alors, c'est un peu intimidant. Déjà, merci de tout ce que vous avez dit. Moi, je comprends à quel point c'est important, effectivement, cette question de l'intersectionnalité dans le monde de la culture, enfin dans le cinéma et au niveau de la représentation, au niveau des acteurs. Après, ma question, en fait, c'est simple. C'est comment faire pour aller encore plus loin? Comment faire pour traiter toutes les questions au niveau aussi de ce qui rend possible toutes ces productions culturelles, tous ces films? Je veux parler des invisibles, je veux parler des petites mains, je veux parler des gens qui sont les femmes de ménage, je veux parler des personnes qui rendent possible, des caméramans, de tout ce que vous voulez, de tous ces précaires de la culture, tous ces techniciens qui sont actuellement dans une situation extrêmement complexe, ils sont dans une situation de précarité extrême. Il y a beaucoup de personnes racisées, il y a beaucoup de personnes, c'est souvent des meufs, c'est souvent des personnes queer aussi. Et voilà, et du coup, je pense que, bien évidemment, c'est super important de penser l'intersectionnalité dans le cinéma, mais dans le cinéma et dans la culture, j'aurais envie de dire en général. Voilà, et petit détail, je me permets, c'est par rapport aux vacataires du centre Pompidou, parce qu'en fait, vous voyez, si tous ces événements sont possibles, si le musée a pu réouvrir début juillet, c'est parce qu'il y a des vacataires qui travaillent ici, qui ont été extrêmement exposés, qui n'avaient pas de protocole Covid. En gros, ils ont été envoyés au front, on leur a caché toutes les informations par rapport au Covid. Ils sont venus travailler, ils ont fait plein de choses qu'ils ne devaient pas faire normalement, distribuer des masques et des gants. Ils ont des situations de merde. Ceux qui sont à Pompidou, ils ont souvent beaucoup, certains ont des CDD de 1 mois renouvelables. Donc en fait, ils ne peuvent pas se mettre en grève, ils ne peuvent rien faire parce que sinon, ciao. Voilà, donc j'avais une pensée pour eux. Moi, personnellement, j'étais vacataire à la BPI. On a mené une grève il y a 1 mois.
on a obtenu quelques petites choses, mais on était dans des situations similaires. Et voilà, c'est une situation qui est partout, dans la culture et dans toute la société. Et je pense que l'intersectionnalité, elle doit aller aussi à ce niveau-là. Et voilà, encore merci de m'avoir écouté. Merci. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est... Pardon, je vais juste dire qu'en fait, quand nous on a parlé, en fait, quand on a coécrit ce livre, on parlait par notre prisme d'actrice, mais on parlait pour la société, on parlait pour nous tous. C'est-à-dire que moi, je suis intermittente du spectacle, mon mari est intermittent du spectacle, on est tous ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les techniciens et de l'autre côté les artistes. C'est-à-dire que vraiment, quand on parle, à chaque fois, pardon, on parle pour nous tous et nous toutes, en fait. Donc voilà, on l'a peut-être pas précisé. Donc voilà, merci de le redire parce que le combat, il est ensemble, en fait, quoi. Voilà. Du coup, nous allons prendre plutôt une rafale des questions, enfin des questions, des paroles, si vous voulez, puisque nous avons à peine 10 minutes. Donc, paroles... Les problèmes peut-être, c'est que la personne, je ne sais pas si la personne qui est transcrite, elle est capable de t'écouter. Dans les cinémas, en fait, tu parles... En fait, il faut répéter parce que du coup, il peut pas lire. Tu sais, comme il lit, il peut pas lire. C'est qu'en fait, le problème, c'est que pour t'entendre, il faut envoyer la personne qui est Véronique qui a les micros. C'est écrit? Ok. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci, mais du coup, il faut qu'il puisse t'entendre aussi. Enfin, vous comprendre. Non, mais c'est ce qui était écrit. C'est ce que vous avez des conseils pour nous pour comment on peut accéder en fait au pouvoir, comment on peut accéder à ces postes-là, parce que même si on a de la joie, on est fatigué. Et moi, je voudrais savoir concrètement aussi, parce que là, on parle d'utopie, enfin pas que, hein, excusez-moi, vous faites du très beau travail, mais comment on fait? Mais à quel poste? Parce que je pense, en fait, je ne moi, pense pas et tout. Pardon. En fait, par rapport aux gens qui sont des décideurs, on parlait de décideurs tout à l'heure, de ceux qui de la production, par exemple du cinéma. Mais moi, j'ai l'impression, bien sûr que c'est possible, mais est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez nous donner? Est-ce qu'il y a une stratégie? Voilà. Est-ce qu'il y a une stratégie? Tu peut-être en as Mais de toute façon, peut-être que l'objectif, enfin en tout cas, là je parle pour moi, hein, l'objectif n'est pas du tout d'attendre, ni d'attendre particulièrement un poste, ni non plus cette espèce de, si vous voulez, cette architecture de pouvoir, l'organigramme. Hein. Parce qu'idéalement, ce qu'il faudrait, c'est être capable de modifier cette architecture de pouvoir, de la modifier. Justement, en tout cas, de mon point de vue, après, je ne parle pas pour les autres, mais je ne pense pas que l'idéal, c'est qu'en fait, au CNC, tel qu'il est organisé aujourd'hui, on les laisse exactement de la même manière, mais on met une personne racisée, une personne soi-disant queer ou une personne trans qui soit là pour veiller en fait à qu'il y a plus de projets. Enfin, je pense que ça, c'est justement la logique, si vous voulez, des quotas et la logique d'inclusion. La logique d'accessibilité aussi, si on parle par rapport au handicap. Ça, c'est une logique, et qui est une logique d'intégration. Et je pense qu'il y a une autre logique, qui est la logique révolutionnaire, qui n'est plus du tout une logique d'intégration, mais c'est une logique de transformation de les structures de pouvoir. Donc, et je pense que pour transformer les structures de pouvoir, peut-être le plus important, c'est mener des pratiques d'expérimentation, des pratiques que j'appelle, par exemple en philosophie, que j'appelle des désidentifications. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez de faire ce que le système attend de vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, ça, c'est une pratique différente. Il ne s'agit pas simplement de se dire on veut avoir une personne des minorités. Ça, c'est, si vous voulez, de mon point de vue, en fait, l'échec des politiques d'intégration par rapport à l'immigration qui ont été prises notamment dans les contextes néolibéraux à partir de l'ère Thatcher
surtout dans les contextes anglo-saxons, et qu'aujourd'hui, la France s'est dit que peut-être, en fait, avec 20 ans de retard, et avec tous les problèmes qu'il y a eu, en fait, il faudrait plus ou moins, même pas, parce qu'en France, on pense que l'idée républicaine empêche, en fait, toute possible politique quelque part des quotas. Mais je pense que nous ne sommes pas, en tout cas, encore une fois, pour moi, je ne vois pas du tout, en fait, dans cette dialectique entre, d'une part, les structures traditionnelles de pouvoir et, d'autre part, l'intégration des minorités dans l'architecture des institutions dominantes, mais plutôt dans un processus radical de dépatriarcalisation, décolonisation de ces architectures de pouvoir, et donc, du coup, ce que je dirais, désinstitutionnaliser, c'est-à-dire, quelque part, par rapport au centre Pompidou, la vérité, c'est pas que moi je ne veux pas rester dedans, ce que je voudrais, c'est que ça soit fermé à un moment donné et qu'on prenne ensemble en fait la possibilité de se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'allons nous faire, puisque si un musée c'est justement une technologie de la mémoire, c'est les lieux dans lesquels on construit et on normalise les représentations de la masculinité, de la féminité, de la race, de l'handicap, etc., du corps valide. Si ces lieux-là, en tant que monument national aussi, c'est les lieux de construction de ces technologies, moi je pense qu'il faut surtout, dans la manière en fait qu'on s'est dit, les gouvernements disent vous allez rentrer chez vous à partir des 21h, nous pourrons aussi, puisque c'est nos institutions à nous, pourront décider, écoutez, on va fermer le centre Pompidou, puisque nous allons besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et collectivement? De la même manière par rapport à l'université. Si on pense aussi aux écoles de théâtre, la question c'est qu'est-ce qui est enseigné aujourd'hui dans une école de théâtre? Donc, et peut-être aussi, et peut-être aussi, pardon que j'abuse de ma position, mais c'est vrai que quand on organise, on a tendance à abuser de cette position-là. Et donc, du coup, est-ce que c'est possible en fait de générer des nouvelles pratiques, des pratiques d'expérimentation institutionnelle qui vont venir après rétroactivement transformer l'institution et peut-être la transformer, peut-être la défaire complètement. Voilà, pardon. Oui, Véronique. Il faut que Véronique soit là avec. Ouais, elle est là. Véronique, tu peux donner le micro ici. Et là, pour le coup, effectivement, nous avons 5 minutes, en fait. Ok, pardon. Et bon, merci de m'avoir donné la parole. Et je vais reprendre les sujets autour de l'institution et de comment on peut désinstitutionnaliser et transformer l'institution. Et je voudrais aussi faire justement un rapport avec les questionnements qu'on a eu hier soir, en prenant aussi ce qui vient de dire Paul Preciado. C'est juste 2 paragraphes, c'est très court, je commence. On fait quoi alors? Hier, Elsa Dorlin a fait apparaître le mot feu. Feu comme réponse et même comme anticipation du couvre-feu, du geste qui veut masquer le feu, nier le feu. Françoise Vergès a fait apparaître une mémoire de lutte de différents corps précarisés qui, avec tout le courage et la colère, ont désobéi depuis longtemps le destin méprisable que la machine patriarco-coloniale nous impose partout, l'étouffement. On a parlé de la survivance, on a parlé de la fuite. Il y a eu aussi la manif de sans-papiers. C'est dommage que lorsqu'une flamme est apparue, hier soir, 20h, la réponse a été une porte claquée qui plus ou moins explicitement nous a invités à rentrer chez nous au lieu de briser ce dispositif de guerre appelé couvre-feu, au lieu de tisser la temporalité autrement, au lieu d'altérer justement ce moment où l'État suppose qu'on dort, la nuit. Voilà. Merci. Bon, c'est une main qui bouge comme ça ou c'est une parole? C'est une parole? C'est un micro. Voilà, on va prendre une dernière parole
Et après, si ça vous paraît bien, en fait, nous allons écouter ensemble Isolde, qui est, malheureusement, elle est là, elle nous attend là, au lieu d'être ici avec nous, ça aurait été aussi génial. Ok. Et je voulais vous dire aussi que peut-être nous allons continuer les débats autrement, en dehors aussi du Centre Pompidou, et peut-être dans d'autres contextes. Donc ce n'est pas non plus la dernière fois que nous avons la possibilité de discuter ensemble. Tu veux aussi un micro, Kenyé, 2 minutes? Oui, mais attends, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ok, bien. Alors. Peut-être rapidement, je dis rapidement 2 choses, parce que je trouve ça intéressant que les personnes qui sont intervenues, il faut aussi interroger d'où on vient quand on prend la parole. Par exemple, la question de rester dans le Centre Pompidou, quels sont les corps qui sont en danger en fait? Et je trouve qu'il faut être aussi attentif à ce qui est dit dans l'espace. Parce qu'il me semble que j'ai fait une performance en fait, que j'ai fait une vidéo où je parle de la question d'essayer de travailler à l'intérieur de l'institution. Et c'est ça l'écoute en fait. C'est savoir se décentrer et en fait processer ce qui s'est passé en fait. Et je trouve ça violent, vos interventions. C'est vraiment violent parce que c'est annuler ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Peut-être que ça ne vous satisfait pas, mais peut-être qu'il faut aussi prendre du recul sur ce qui est en train de se faire. Et je pense que la révolution, elle peut se faire à plusieurs endroits. Il n'y a rien qui est dichotomique, en fait. C'est pas tout est noir, tout est blanc. Et c'est comment, en fonction de où on se trouve, on essaie de trouver des stratégies et on ne critique pas les tentatives de chacun et chacune, en fait. Ça s'appelle de l'humilité. En fait, pardon, hein, merci parce que c'est ce que j'étais en train de lui dire. Je sais, vous vous rendez peut-être pas compte, mais en fait, vous avez reproduit ce qu'on nous fait tout le temps, c'est-à-dire qu'on est venu vous délivrer une parole et cette parole, vous l'avez niée. Donc je vous le dis, je suis navrée. J'entends que vous avez... Mais nous, hier, on n'était pas là, on est là aujourd'hui. Prenez ce qui se passe là, on vient vous donner quelque chose, prenez ce qui se passe là, ok? Parce qu'on n'est pas les uns contre les autres, on va pas y arriver comme ça. Voilà. Merci, Bravo. Ouais. Ouais. Merci. Bon, encore un effort pour... essayons encore de rester dans l'écoute profonde, de recevoir ce qui est donné ici collectivement. Mais aussi dans l'hétérogénéité, parce que c'est ça aussi, ça fait partie de nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans quelque chose brûle à l'intérieur, qui fait qu'on a envie immédiatement d'autre chose, et du coup on ne peut pas écouter ce qui se passe ici, mais ce qui se passe ici continue aussi. Donc il faut, et cette hétérogénéité-là fait partie de nous dans sa complexité. Donc voilà, je voulais encore vous dire merci, et peut-être en fait qu'on va après Isolde en fait on fera un dernier moment, mais ça va être très très bref. Et donc je sais que c'est difficile en fait d'arrêter de parler maintenant, qu'on a tous envie de continuer. Et on va imaginer comment, on va trouver les manières, on va imaginer les stratégies en fait pour continuer. Peut-être que déjà en fait la liste qui a été constituée par les centres Pompidou en réalité, parce que vous avez inscrit en fait au séminaire, c'est déjà une manière d'être en contact peut-être pour vous envoyer un mot si on fait autre chose ailleurs, si on s'est réunis autrement, si on décide en fait de faire cette convergence, cette coalition révolutionnaire. Voilà. Merci beaucoup Paul, Nadège, Naël, merci vraiment. Merci à C'était vous. vraiment un honneur. Merci à vous d'être là.